Donc moi je suis Martine Trapon, membre de la délégation Bretagne. J'ai été successivement assistante sociale pendant 20 ans, ensuite cadre pédagogique à l'école normale sociale, puis directrice de l'école normale sociale. Et je dois dire aussi quelque chose qui m'importe énormément. J'ai été présidente de la Fédération des centres sociaux de Paris pendant 10 ans, qui a été une fonction bénévole très importante pour moi. Voilà. Voilà, en guise de liaison, pour donner la parole à Martine. Je remercie Youssef de son exposé extrêmement riche et complet. Je voudrais tout d'abord, en préambule, évoquer deux souvenirs qui sont cinématographiques. Je voudrais vous inviter à voir un film de Jeannette Campion qui s'appelle Un ange à ma table. Pourquoi je fais référence à une séquence de ce film? Parce que ce film relate la biographie d'une écrivaine néo-zélandaise qui écrit, qui a des troubles psychiques dès l'enfance, puis ensuite qui est hospitalisée et qui heureusement va échapper à la lobotomie, va pouvoir sortir de l'hôpital. Et grâce à une bourse obtenue parce qu'elle a écrit une nouvelle dans un journal, va se rendre en Angleterre pour poursuivre son apprentissage d'écrivaine. Or, au cours de ce séjour en Angleterre, elle décompense, comme on dit, et elle va voir un psychiatre, à qui elle dit « Je suis schizophrène ». Et le psychiatre lui demande « Qui vous l'a dit ?» Donc voilà, je voudrais vous... Et à ce moment-là, elle se rend compte de la désignation que suppose ce terme schizophrène, et le psychiatre va poursuivre en lui disant, puisqu'elle va lui raconter son hospitalisation, vous devriez écrire tout cela. Voilà. C'est ça comment dire, la façon dont peut peser une représentation sociale, même si elle est fondée sur un terme clinique. Donc, comme l'a dit, moi je vais être beaucoup plus courte que Youssef. Comme l'a montré Youssef dans son exposé, la période 90-2024 est une période où on va assister à une évolution des représentations, en particulier portant sur la jeunesse comme sujet de droit et souffrant, enfin malade, et on va voir un ensemble très important, enfin un nombre très important, pas moins d'une dizaine d'institutions se créer tant du côté de l'accès au droit que du côté de l'accès à la santé. Mais selon moi, ces institutions, et je parle là, j'étais sur le terrain à cette époque, ces institutions, même si elles vont pouvoir répondre d'une certaine façon à certains jeunes, vont aussi entériner une prise en charge morcelée, discriminante et finalement peu efficace dans la plupart des cas. Donc, et en particulier, elles vont, comme l'a montré très bien Youssef, insister sur la responsabilité des jeunes, puisque si le jeune n'accepte pas de se rendre dans cette institution, qui est à sa portée d'une certaine façon, il va être jugé responsable de son malaise et donc presque sujet à critique. Donc, en parallèle, le jeune est donc perçu comme un individu irresponsable, d'une certaine façon, et en souffrance, mais qui refuse de se soigner d'une certaine façon.
Et moi, je me suis demandé au cours de ces années, puisque j'ai beaucoup lu, à cette époque, j'ai commencé à lire Gaucher et Castel, tous les deux insistent d'une façon différente sur ces désignations. Je me suis demandé donc si je ne m'entends plus là. Vous m'entendez? Oui, oui. Bon. Euh, je me suis demandé si ces désignations portant sur les jeunes n'étaient pas en miroir avec la théorie d'un côté de Marcel Gauchet sur l'individu par excès, hein, un phénomène d'individualisation qui fait que nous sommes de plus en plus jugés à la fois responsables de ce qui nous arrive et en même temps détachés de la société. Et puis, le travail très important de Robert Castel, justement à propos de la vulnérabilité, mais ce terme de vulnérabilité est utilisé par Castel en regard de la notion très importante de support, puisqu'il dit que l'individu vulnérable est celui qui n'a pas bénéficié de support suffisant de sa famille, de la société et en particulier du travail social, qui est donc un agent de l'État protecteur. Je voulais rappeler cette notion. Or, justement, à cette époque, le travail social, enfin, la, la mission de protection du travail social est critiquée, puisque à cette époque-là, vous vous rappelez, on commence à parler de l'assistanat. Moi-même, j'ai été accusé de pratiquer de l'assistanat. Je peux vous le dire, hein, je ne vais pas vous raconter ça en détail, mais c'était très important. Donc, pour finir, je voulais vous renvoyer également, j'y ai repensé en faisant ça n'apparaît pas sur le PowerPoint, mais je vous invite à lire un ouvrage paru en 2024 de Michael Pouteillot, qui s'appelle Fernand Deligny, Enfance et institutions pour une histoire de l'enfance en marge, qui propose une piste très intéressante à travers son histoire des institutions qui porte donc sur le traitement de l'enfance en difficulté, inadaptée, malade, etc. Qui propose des pistes de réflexion à propos de la notion d'étanchéité dont est porteuse l'institution, toute institution. C'est-à-dire que si l'institution peut être bénéfique et protectrice, elle sépare en même temps l'individu qui la fréquente de la société. Et elle enferme donc dans une forme de représentation, et elle enferme tout court dans certains cas. Et aujourd'hui, on peut voir que cet enfermement et cette désignation des jeunes concourent à désigner les enfants qui sont en difficulté et les jeunes des cités, par exemple, dont a parlé Youssef, tout simplement comme des enfants violents, des délinquants d'une certaine façon qu'il faudrait enfermer. Ça, j'ai pas besoin d'insister là-dessus. Vous avez qu'à écouter les chaînes d'information. Et en outre, ce qui m'apparaît beaucoup plus très grave également, c'est qu'au cours de cette période, on a finalement traité le jeune comme un élément isolé de sa famille. D'ailleurs, par ailleurs, Youssef en a parlé, et moi j'ai animé 2 groupes de soutien à la parentalité. On s'occupait des parents de façon isolée de leur enfant, certaine, hein. Tout le monde, chacun était traité dans son coin, si je puis dire, même si on pouvait faire des choses intéressantes. Et on ne se préoccupait plus du lien systémique, justement, et extrêmement important, qui relie le jeune à sa famille, et en particulier au moment où l'adolescent doit la quitter, sa famille. C'est justement à ce moment-là qu'il doit symboliser quelque chose, et que donc quelque chose doit se réaliser dans la réalité. Et aujourd'hui, pour finir, vous le savez, certains politiques préconisent que lorsque l'enfant fait des bêtises, hein, l'enfant est délinquant, violent, etc.,
On doit également punir ses parents en leur enlevant les allocations familiales. Ce qui, selon moi, est une erreur absolument fondamentale, puisque ça ne ferait que rabaisser encore plus la cellule familiale, qui est en grande difficulté la plupart du temps pour s'occuper de son enfant. Et puis, donc, je dis enfant parce que même si on est adolescent et qu'on est adulte, on reste toujours l'enfant de ses parents, évidemment pas dans la même posture, hein, mais ce terme d'enfance, écoutez, vous verrez qu'il disparaît du discours public. Il n'y a plus d'enfants, selon moi. Enfin, il y a quelque chose qui est très, très, très intéressant de ce côté-là, au niveau du discours social. Et encore une fois, une référence cinématographique pour finir. Je vous invite également à aller revoir le film de Clapiche, Le péril jeune, c'est-à-dire que ce film qui est sorti en 1994 et qui porte un titre prémonitoire, puisqu'aujourd'hui il apparaît que les jeunes mettraient en péril notre société. Voilà. Martine, si tu permets, très brièvement, je voudrais quand même rendre hommage à toutes ces expériences souvent modestes, invisibles, de travailleurs sociaux, dits pluridisciplinaires, notamment sur l'accès au droit. L'accès au droit, avant qu'elle devienne une catégorie là aussi d'action publique, elle est née quand même à travers, voilà, notamment après 68, où avocats et travailleurs sociaux ont expérimenté un certain nombre de choses. L'avocat du pauvre venant de Binéan de Saint-Louis. Et un des premiers services qui a été créé, hein, c'est le service des droits des jeunes à Lille. Ensuite, à Thémis, à Strasbourg, sur le modèle du service des droits des jeunes de Bruxelles. Ils ont été très novateurs, nos amis belges, hein, et avec le journal Droit des jeunes, hein, quand même, qui a été quand même, je veux dire, une revue extrêmement importante qui a fait avancer cette politique de l'accès au droit. Je voudrais aussi souligner à cette occasion, j'étais un des acteurs, hein, de ce courant. Alors, on retrouve des services comme Passeport d'attache à Paris, à Marseille, le dispositif régional d'information droits des jeunes à Lille. Je voudrais aussi souligner toute la contribution et l'apport de la protection judiciaire de la jeunesse autour de ces expériences. Ils ont joué un rôle extrêmement important, je tiens à le souligner et à leur rendre aussi hommage de ce point de vue-là. Je voudrais également terminer aussi sur ces expériences liées au lieu d'écoute, hein, des jeunes, hein, les points écoute jeunes, et ensuite, donc, avec les dispositifs plutôt, celle des maisons des adolescents. Je voudrais juste vous faire part d'une expérience qui m'est chère, parce que j'ai dirigé le service, le Point Jeune à Lille, qui est une structure qui, certes, s'est créée en 83, mais pourquoi je vous parle d'une structure née en 83 alors qu'on évoque la période 90? Eh bien, tout simplement qu'au moment où on a créé ce Point Jeune, qui est une structure ouverte 24 heures sur 24, accueillant des mineurs en situation de fugue, et pour lesquels nous avions passé un accord avec le procureur de la République de l'époque, en disant, écoutez, oui, je fermerai les yeux. Je sais que vous allez accueillir des mineurs pendant, voilà, un certain temps. Donc, vous êtes dans une situation d'illégalité, mais pendant 48 heures, si les représentants légaux portent plainte, je vous condamnerai à un franc symbolique. Je vous raconte cette histoire parce que depuis, cette expérience a été intégrée à la loi sur la protection de l'enfant, 2017, sur l'air d'un patient, vous me corrigez, permettant l'accueil dans l'aide sociale à l'enfant de l'enfant pendant 72 heures sans pour autant déclencher une mesure administrative, une sollicitation du juge des enfants. Nous voudrions rendre hommage à toutes ces expériences de travailleurs sociaux et alors de travailleurs sociaux sur le plus générique du terme, hein, parce que dans ces points écoute jeunes, dans ces maisons des adolescents, il y a des juristes, il y a des travailleurs, des éducateurs, des assistants sociaux, etc., avec des enjeux en termes de statut. Et voilà.
Voilà, c'est passionnant, mais je voulais terminer là-dessus. Oui, Merci à vous. oui, oui, tu as raison. Moi, je peux ajouter quelque chose. Alors, j'ai pas voulu m'étendre sur mon expérience personnelle, etc. Mais quand même, puisqu'elle a disparu il y a pas longtemps, je voudrais, puisque je travaillais dans un centre d'accueil pour toxicomanes à Bobigny, et nous avions mis en place avec Madame Maestrachi, qui est, qui est décédée il n'y a pas longtemps, qui était juge d'application des peines, et avec la PJJ, donc, un réseau de familles d'accueil spécialisées pour les jeunes adolescents qui commençaient à prendre de la drogue. Et effectivement, il y a eu, dans cette mosaïque d'institutions, et dans les centres sociaux, par exemple, je ne vais pas déplier tout ça, des mises en œuvre d'accueil des jeunes généralistes et en même temps intelligents et spécialisés pour s'occuper effectivement des jeunes en grande difficulté, bien entendu. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis absolument en colère de cette figure de ce jeune violent, responsable et à enfermer qui apparaît de façon prioritaire dans les esprits et par rapport auquel nous devons travailler et réfléchir encore plus. Voilà, pour avoir un discours intelligent et accueillant. Voilà.